Bien, je me joins évidemment à tous les remerciements qui ont été adressés jusqu'à présent à ce qu'on peut appeler la super organisation de cette super soirée d'études. Je me rends compte que eh bien, le sujet des super-héros et du droit pénal a déjà anticipé des questions de la part de l'assistance. C'est un sujet difficile parce que le droit pénal et la justice, plus généralement, sont au cœur de toutes les histoires de super-héros. Et pour traiter ce sujet en une dizaine de minutes, ce qui, on l'admettra, est super difficile, il va me falloir procéder à une délimitation. Alors d'abord, je ne vais parler que des super-héros, dirais-je, au sens large, c'est-à-dire que je vais intégrer Batman, je vais intégrer Daredevil, parce que un super-héros, c'est pas forcément quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Par contre, je ne parlerai pas des super-vilains. Je ne m'intéresserai donc pas à la responsabilité pénale des malfaiteurs, même si elle est tout aussi intéressante. Je ne m'intéresserai pas à la responsabilité pénale de Magneto. On se souvient de cette magnifique prison de plastique nécessaire pour l'enfermer. Je ne m'intéresserai pas à l'espoir de réinsertion pour Wilson Fisk ou pour le Joker, qui apparaît peut-être un peu plus délicat. La punition des super-vilains est tellement difficile que la mort est parfois la seule solution envisagée. Là, je vais spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Jessica Jones, s'agissant de Killgrave. C'est tout à la fin. Autre délimitation, il ne s'agira pas de droit pénal au sens strict, mais de droit pénal au sens large, c'est-à-dire que je vais également évoquer la procédure pénale. Le droit de la peine, ça a été dit, je viens de Nancy, et à Nancy, on a notre super pénaliste, qui est André Vitu, et donc je dois faire référence au droit criminel et non pas seulement au droit pénal. Et puis la délimitation, elle concerne le corpus. Alors, j'ai pas lu tous les comics, j'ai vu pas mal de films, une cinquantaine, une soixantaine. Sur les 90 et quelques que j'avais recensés, il y en a certains que j'ai pas vus volontairement, d'autres involontairement. Et puis il va sans dire que je ne m'attacherai pas à une catégorie particulière de films de super-héros, ce sont les films de super-héros, les films pornographiques de super-héros, qui posent aussi des questions de droit pénal, ou qui posent sans doute, m'a-t-on dit, des questions de droit pénal. Je ne parlerai donc pas de Batman XXX, de Avengers XXX, de The Dark Knight Rises, j'aime bien le titre, XXX, ou de Bat Pussy. Alors ces précisions et cette délimitation étant faites, reste à voir quelles sont les relations entre les super-héros et le droit pénal. Cette question peut paraître finalement assez incongrue, puisqu'on l'a bien compris dans l'intervention précédente. Ils sont au service de la justice, les super-héros. Donc comment envisager de punir ces alliés de la justice ? Cette question n'est pas incongrue, puisque, on l'a compris, la justice en général, et celle des super-héros en particulier, n'est pas le droit. Et c'est justement la raison d'être des super-héros qui vont bien souvent venir suppléer les carences répressives, réelles ou supposées, résultant des mécanismes juridiques. La punition des super-héros, ça a été dit dans les questions, elle est envisagée dans plusieurs histoires. Le Punisher, dans la saison 2 de Daredevil, qui est jugé, condamné. Batman est pourchassé, recherché. Wolverine est emprisonné. Superman est menotté dans Man of Steel. Hancock, le super-héros joué par Will Smith, est emprisonné. Les super-héros violent tous allègrement la loi et ils ne se voient même pas comme des délinquants. C'est sans doute là qu'est le problème. Daredevil, il en a été question, essaie de se démarquer du Punisher dans la saison 2 de la série diffusée sur Netflix. Et il lui dit, moi je ne suis pas un criminel. Contrairement à toi, je ne suis pas un criminel. Le Punisher lui dit, t'as pas de badge non plus. Et on voit que la différence est finalement assez ténue. Les super-héros ne se préoccupent absolument du respect d'aucune règle procédurale, ils ne reconnaissent que leur éthique personnelle, qui le plus souvent, lundi, se résume à ne pas tuer. Mais, à l'inverse, ils n'hésitent pas à recourir à la torture ou au mauvais traitement, ce qui n'est guère plus satisfaisant. De même que les super-héros montrent les limites du droit face aux super-vilains, bien le droit pénal va montrer ses limites pour appréhender l'action des super-héros. Que les règles du droit pénal soient malmenées par les super-héros, ça apparaît comme une évidence, mais pourtant c'est pour faire respecter cette loi pénale que ces super-héros interviennent. Il est donc paradoxal que l'intervention d'un super-héros hors la loi vienne au soutien de la loi. Mais les super-héros peuvent ne pas venir suppléer le droit pénal, ils peuvent carrément l'éluder. Ce qui est le cas lorsqu'ils refusent de se soumettre à la justice normale, à la justice des hommes. L'action des super-héros est donc à l'image de leur personnalité, c'est une action ambivalente. Lorsque les super-héros suppléent le droit pénal,
Leurs actions ne sont pas nécessairement contraires aux finalités du droit pénal, il s'agit de punir les méchants après tout. A l'inverse, lorsque les super-héros éludent le droit pénal, c'est-à-dire lorsqu'ils refusent de s'y soumettre, eh bien leurs actions remettent en cause le principe même de leur responsabilité pénale. Il faut donc envisager l'hypothèse où les super-héros suppléent le droit pénal dans un premier temps et ceux où ils éludent le droit pénal dans un second temps. Vous l'avez compris, c'est mon super plan. Lorsque les super-héros suppléent le droit pénal, il n'y a pas d'antagonisme donc entre leurs actions et la finalité de leurs actions, et la finalité punitive du droit pénal. Les actions des super-héros sont illégales, certes, mais les procédures qui découlent des actions des super-héros, elles, sont tout à fait légales. L'illégalité des actions des super-héros, elle n'appelle pas beaucoup de remarques, alors je pourrais faire un inventaire à la Prévert de toutes les infractions commises sous l'angle du droit pénal français par les super-héros, mais la soirée n'y suffirait pas, et on a pris un petit peu de retard. Les meurtres, les violences, les violations de domicile, les innombrables infractions en matière d'armes, la dissimulation du visage dans l'espace public, tout de même puni de 150 € d'amende, les excès de vitesse, les mises en danger délibérées de la vie d'autrui, les homicides involontaires, etc., etc. L'illégalité de ces actions est telle que certains films de super-héros ou comics envisagent même de créer des infractions spécifiques dont seuls les super-héros pourraient se rendre coupables. Dans Watchmen, l'histoire de Watchmen, c'est qu'une loi a été votée, le Kin Act, qui interdit d'être un super-héros, purement et simplement. On ne peut pas se promener déguisé. Dans Civil War, que je n'ai pas vu, il est décidé d'officialiser l'action des super-héros sous l'égide des Nations Unies. Et dans le comics, on parle d'un Superhuman Registration Act, c'est mon super accent, qui oblige les super-héros à s'enregistrer auprès du gouvernement au risque de commettre un crime fédéral. Et puis, dans les X-Men, le sénateur Robert Kelly souhaite faire voter une loi obligeant chaque mutant à se déclarer, ce qui lui vaudra par ailleurs d'être enlevé par Magneto et puis finalement de mourir. Comme quoi on devrait réfléchir aux propositions de loi que l'on dépose. Une telle pénalisation, non pas de l'activité, mais de la personne même des super-héros, serait-elle conforme à la Constitution et au principe d'égalité ? Que l'activité des super-héros soit encadrée, c'est une chose que l'on comprend assez aisément, mais que la personne même des super-héros, que le simple fait d'être un super-héros soit pénalement réprimé, en est une autre. On comprend d'ailleurs que dans la plupart des histoires, l'activité des super-héros ne soit pas purement et simplement interdite, parce que les procédures, je vous le disais, qui découlent de l'action des super-héros sont, elles, tout à fait légales. La légalité des procédures, c'est ce qui va permettre de mieux punir, mieux poursuivre les super-vilains. Alors c'est une légalité a priori assez surprenante, parce qu'on l'a vu, les super-héros ne respectent rien, et surtout pas la procédure pénale. Mais dès lors que le délinquant est remis aux autorités, eh bien, l'application de l'adage male captus bene detentus rend heureusement les poursuites possibles. On a une illustration dans le Batman, dans The Dark Knight. On assiste à une scène d'extradition déguisée où Batman, à la demande, avec l'accord du procureur Dent, se rend à Hong Kong pour enlever Lau, qui est le blanchisseur de l'argent des criminels de Gotham. Il va donc enlever un délinquant en violation de toutes les règles du droit international, le ramène à Gotham City, où il sera effectivement jugé. La légalité des procédures, elle est un peu plus problématique quand il s'agit d'apprécier la validité de la preuve rapportée par un super-héros. Alors on sait en droit français que la Cour de cassation dit régulièrement que la preuve illégale ou déloyale rapportée par une partie privée n'est pas irrecevable en matière pénale, et les juges doivent pouvoir en discuter, les juges doivent soumettre cet élément de preuve au contradictoire. Mais on sait également que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction, ou la preuve illicite obtenue par une partie publique, ou par l'intermédiaire d'une partie publique. Autrement dit, l'instrumentalisation d'un super-héros comme Batman, par exemple, pourrait constituer un motif d'irrecevabilité de la preuve. Et c'est en ce sens que l'officialisation de l'action des super-héros apparaît pénalement une mauvaise idée. Ça serait la cause de nombreuses nullités de procédures, et puis surtout le signe d'un déclin du droit, puisque on aurait alors un mode d'action
un droit d'exception représenté par les super-héros qui se verrait intégré dans le droit commun de la procédure pénale, ce qui n'est jamais, on l'admettra, une très bonne idée. On voit donc tout le problème des relations entre le droit pénal et les super-héros. Il s'agit de délinquants dont les motifs sont nobles, mais les mobiles sont indifférents en droit pénal, mais dont les moyens d'action se situent hors du droit. Le droit se sert d'eux, mais tout en gardant une pression pénale sur les super-héros. Parce qu'ils sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'ils éludent le droit pénal. Lorsque les super-héros éludent le droit pénal, ils vont révéler leur véritable nature. Ils pallient les défaillances réelles ou supposées des mécanismes juridiques, mais c'est uniquement parce qu'ils ne se considèrent pas comme des sujets de droit comme les autres. La responsabilité pénale des super-héros apparaît totalement neutralisée, quand elle n'est pas instrumentalisée. La responsabilité neutralisée, elle est évidente lorsque les super-pouvoirs rendent le super-héros incontrôlable. Comment punir Hulk, à supposer qu'il soit pénalement responsable et qu'on ne considère pas qu'il soit atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques? Comment construire une prison pouvant accueillir Hulk? Comment punir Jessica Jones, qui a commis un meurtre sous la contrainte morale de Kilgrave, qui lui dictait ses actions? Comment punir Superman? Dans Man of Steel, on l'a vu, il y a bien une scène où il porte des menottes, mais à proprement parler, c'est pas une peine. Et puis, elle ne vaut cette sanction que parce qu'il s'y soumet volontairement. Punir Wolverine, qui est immortel, punir le professeur Xavier, qui fait ce qu'il veut de n'importe quel surveillant. On voit que la punition des super-héros est très difficile. Et quand bien même physiquement, ils pourraient subir une peine, encore faut-il les interpeller. Tony Stark, il faut réussir à le séparer de Jarvis. Bruce Wayne, on n'arrive jamais à l'arrêter. Le Punisher sera arrêté, condamné, il s'échappera. Si le super-héros est pénalement responsable et qu'il arrive à être jugé et condamné, ça n'est que parce qu'il le veut, ça n'est que parce qu'il le consent, et ça ne vaut pas pour tous les super-héros. On imagine mal, par exemple, Deadpool se soumettre volontairement à la loi pénale. Que la punition soit physiquement envisageable ou non, finalement, le problème, c'est celui de la philosophie des super-héros, dont il a été question dans l'intervention précédente. Ils considèrent le droit pénal défaillant, et ils se considèrent, à tort ou à raison, comme les remèdes. Ils ne vont donc pas se soumettre à la loi qu'ils vont ériger eux-mêmes. Soit qu'ils ne soient pas des hommes, Superman est un extraterrestre, soit qu'ils estiment que leurs actions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi pénale. Daredevil dit « je ne suis pas un criminel ». En réalité, les super-héros n'envisagent pas de se soumettre à la loi pénale. Ils ont des conflits éthiques, ils ont des conflits intérieurs, ils sont conscients des dommages collatéraux que causent leurs actions. Ils expriment même le souhait dans Civil War d'être encadrés, du moins pour certains d'entre eux. Mais jamais ils ne se soumettent entièrement à la loi des hommes, puisque, comme c'est dit dans la saison 2 de Daredevil, ils considèrent que la loi leur appartient. Tant et si bien que la responsabilité pénale du super-héros peut, même dans certains cas, devenir un outil. Elle va alors être totalement instrumentalisée. Elle est instrumentalisée lorsque les super-héros vont se servir de la loi pour légitimer leur action, pour asseoir leur action. On songe alors à Hancock, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est un super-héros joué par Will Smith. Un super-héros intéressant, c'est un super-héros alcoolique, c'est un super-héros qui jure, qui ne veut pas vraiment le bien, qui casse tout autour de lui, et qui a des problèmes de communication. Et sur les conseils d'un consultant en communication, il va accepter d'être incarcéré, il va accepter d'exécuter une peine privative de liberté qui n'a absolument aucun sens, puisqu'on nous le montre dans le film, il peut sortir quand il veut de l'établissement pénitentiaire. On le voit à un moment, le ballon de basket avec lequel il joue passe au-delà de la clôture, et d'un bond, il va le chercher, et d'un bond, il revient lui-même exécuter volontairement sa peine. Mais en réalité, cette peine, elle n'a qu'un seul but, c'est pas une finalité rétributive, c'est au contraire une opération de communication qui vise à ce que le public pardonne à Hancock et le réclame au moment où une situation extrême va apparaître. Et puis la responsabilité pénale, elle est encore instrumentalisée, alors non pas là au service de l'ego, du super-héros, mais pour rendre son action
plus efficace. Et c'est le cas évidemment de Batman et plus particulièrement du deuxième film de Nolan, The Dark Knight, où Batman endosse une responsabilité de principe, il va exécuter aucune peine, il ne va n'exécuter aucune peine, il endosse une responsabilité de principe qui permet de protéger la vérité et en attirant la haine de tous ses concitoyens, va ainsi renforcer le lien social qui les unit. Il accepte de passer pour le méchant, pour ne pas ruiner l'action du bien. Comme le dit Harvey Dent dans le film, et la maxime est reprise à son compte par Batman, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. C'est ce que fait Batman. C'est là où il se démarque, puisque sa dissimulation, elle ne sert pas uniquement à le préserver. C'est pas seulement son identité qui est préservée, mais c'est la préservation de l'espoir des citoyens face aux situations, au chaos qu'ils rencontrent. Et là où Batman se démarque encore plus, c'est parce que, comme Daredevil, il ne recherche pas le pouvoir. Son action, et il l'envisage à plusieurs reprises, est une action temporaire. C'est une action qui va prendre fin et qui sera ensuite, dans le troisième opus des films de Nolan, confiée à Robin. Dans les comics, Batman a une franchise avec différents employés. Il y a une ligue avec des Batman qui vont se trouver dans différentes villes des États-Unis. Batman, on nous le dit, n'est pas un héros, c'est, pour reprendre les phrases de fin du commissaire Gordon dans The Dark Knight, c'est un ange gardien silencieux, un protecteur vigilant, un chevalier noir. Batman comme Daredevil sont hors du droit, car ils ne cherchent finalement pas tant que ça à substituer leur propre justice à celle du droit pénal, en remettant systématiquement les délinquants, le plus systématiquement possible, en remettant les délinquants aux autorités. Et c'est peut-être comme ça, hors du droit, que devraient procéder tous les super-héros. Je vous remercie de votre attention.